Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation qui s'intitule Déclarer une entité avec les annotations. Elle fait partie de la série Hibernate l'essentiel, disponible toujours sur notre site proflibre.com. Le sommaire. Nous allons découvrir ensemble plusieurs points. Donc on va commencer d'abord par une introduction, puis on va définir les prérequis, le diagramme de classe, la classe Java initiale, person.java, le schéma relationnel qu'on souhaite générer par Hibernate, les annotations utilisées. On va définir d'abord ce que c'est que les annotations. On va voir le typage, choisir le typage. On va remplir ensemble la fiche préparatrice, ou plutôt voir comment remplir la fiche préparatrice. Donc la clé primaire aussi, comment créer la clé primaire avec les différentes possibilités et options offertes par Hibernate. On va voir ensemble le catalogue de déclaration. On va voir comment définir la stratégie d'accès. Donc quand je dis stratégie d'accès, c'est simplement est-ce qu'on va travailler avec les attributs de la classe, avec les getters, les propriétés, etc. Donc un petit bonus, c'est pouvoir faire la différence du point de vue MySQL entre le type datetime et le type timestamp. Quelle est la différence entre les deux? Et la classe finale annotée person.java. Donc c'est la même classe initiale person.java. Cette fois on parle de person.java annoté, c'est-à-dire avec les annotations. Et on va finir avec une conclusion dans laquelle on va définir bien sûr la prochaine étape. L'introduction. Donc l'objectif de cette formation est de savoir comment créer une entité Hibernate avec les annotations. Les prérequis. Donc il suffit d'aller sur la page de cette série sur le site proflibre.com, donc vous avez le lien. Ensuite consultez la première formation Hibernate vue d'ensemble, je mets le lien également. Et ensuite Hibernate native, comment configurer, simplement pour avoir une idée sur comment télécharger et importer les jars d'Hibernate, et aussi comment créer le projet sous Eclipse. Le diagramme de classe. Donc voici le diagramme de classe qu'on souhaite créer. Il est composé d'une seule classe, c'est la classe personne. Donc la classe personne, il contient plusieurs attributs. Donc vous avez l'ID de type langue, le nom de type string, le prénom de type string, la biographie de type string, l'âge de type int, le poids de type double, la classe donc des majuscules, le compte de type big decimal, la date mariage de type date et la date insertion de type timestamp, et en plus bien sûr des getters et des setters. Voici la classe Java initiale person.java. Voilà, donc nous avons les différents attributs et les getters et setters. Donc voici le schéma relationnel qu'on souhaite générer automatiquement avec Hibernate. Donc schéma relationnel MLD, modèle logique de données dans le jargon Meurize, MySQL, de la table personne qu'on souhaite générer automatiquement avec Hibernate. Donc voici un aperçu sur PHPMyAdmin. Vous pouvez utiliser n'importe quel client, MySQL Workbench ou HeySQL ou d'autres, ou même l'invite de commande, la console. Donc vous avez la table, donc il y aura l'ID
person ID, donc qui sera la clé primaire de type auto-increment. Vous avez le nom de type varchar, le prénom, la biographie de type long text, l'âge de type int, le poids de type double, le compte de type décimal, donc 12,5 donc sur 12 chiffres au total et 5 chiffres après la virgule, date mariage de type date et la date d'insertion de type timestamp. On verra aussi si on souhaite générer datetime ici. Comme on parle d'annotation, donc il faut se poser d'abord une première question, c'est quoi d'abord une annotation? Donc une annotation est une forme de métadonnées, donc metadata, qui fournissent des données sur un programme qui ne fait pas partie du programme initial lui-même. Donc c'est pour compléter un programme et le rendre compatible avec un pré-programme, ce qu'on appelle les métadonnées. Donc vous avez ici la source de la définition de ce que c'est qu'une annotation sur le site officiel de Java, donc Java qui a été racheté par Oracle à un moment donné. Les annotations n'ont aucun impact direct sur le fonctionnement du code qu'ils annotent, mais elles le complètent pour qu'il soit reconnu, compréhensible et compatible avec un autre programme, un standard ou un framework comme Hibernate, comme JPA, comme plein d'autres frameworks. Donc, les annotations sont utilisées avec tous les types d'entités et de membres de Java, à savoir les packages, les classes, les interfaces, les constructeurs, les méthodes, les champs, les paramètres, variables ou annotations elles-mêmes. Donc syntaxiquement, il commence par le symbole arrobasque. Choisir le typage. Donc pour faire la correspondance entre les types Hibernate, Java et MySQL, rendez-vous sur la documentation officielle pour qu'on explore ensemble comment faire la correspondance entre les types de ces différents composants. Donc, déjà, pour définir un type, ce que j'ai retenu sur la documentation officielle, il existe 3 déclarations possibles. D'abord, la notation @type avec des majuscules du package org.hibernate.annotation, bien sûr type. Donc, voici un exemple. Donc, @type. Entre parenthèses, on va mettre les paramètres. Il y a un paramètre dans ce cas, donc le type. Et on met bien sûr le type qu'on a retrouvé dans ce tableau de la documentation officielle. Voici un exemple, donc org.hibernate.type.stringtype. Donc cet attribut ou cette valeur, donc l'attribut type peut prendre comme valeur le nom d'un type Hibernate, tel est le cas ici. Donc Hibernate type, le package org.hibernate.type. Donc voici un exemple. Donc si c'est le même. Le nom d'une classe Java, donc Java type, java.lang.string, donc on peut le mettre ici, ou le nom d'un type basique Hibernate, donc les cases basic type
case. Donc exemple string, le tout en minuscule, ou texte, le tout en minuscule, etc. Donc vous avez toutes ces valeurs dans le tableau ici sur la doc officielle. Vous avez encore une deuxième façon de déclarer un type, donc l'attribut Callen definition de la notation Callen, donc qui fait partie du package javax.persistance. Donc voici un exemple, donc @callen, donc à l'intérieur on met tous les paramètres possibles, on les verra plus tard. Principalement ici nous avons mis le nom de la colonne, donc le nom de la colonne bien sûr sur la table, sur le SGBD sur MySQL, donc il sera appelé dans ce cas date insertion, et le type ici c'est le type qui correspond au type GDBC, donc le type sur MySQL, le type sur la base, donc timestamp dans ce cas là. Donc c'est un exemple. Donc l'attribut Callen definition permet de spécifier la définition du champ dans la base de données, donc langage de définition de données, en anglais Data Definition Language, donc DDL en anglais. Il peut donc prendre comme valeur le type du champ dans le SGBD, ce qui correspond à la colonne GDBC type de la documentation officielle. Exemple, on peut mettre ici varchar pour d'autres colonnes par exemple. Donc pour spécifier la taille d'une chaîne de caractères, il suffit de rajouter l'attribut length à la notation Callen. Donc ici on met virgule length, donc voici un exemple. Callen name nom et length égale à 500. Donc ça sera varchar de taille 500. La troisième façon de faire, la voici. La déclaration des types date et calendar avec temporal. Vous avez le paquet javax.temporal, donc on le met comme ça, donc temporal type date. Donc ici on spécifie la date, donc vous avez plusieurs valeurs, date, time et timestamp. Mais il y a une remarque très intéressante, tout comme Java utile.date, donc Java utile.calendar nécessite la notation temporal afin de savoir quel type de données GDBC choisir, est-ce date, time ou timestamp. Comme le mappage le mapping en anglais entre les classes de date, heure, Java 8 et les types SQL est implicite, qui se fait de façon implicite, et il n'est pas nécessaire de spécifier la notation temporal. Donc la définir sur les classes java.time ou java.sql.timestamp, par exemple, lève l'exception suivante. Donc vous aurez cette exception dans le cas où vous utilisez temporal avec java.time ou java.sql.timestamp. Donc org.hibernate annotation exception, donc @temporal should only be set on java.util.date or java.util.calendar property. Donc on ne peut utiliser temporal qu'avec ces deux packages. Donc notez bien, si java.util.date marque un point dans le temps, java.util.calendar prend en compte le fuseau horaire par défaut. Donc ça, c'est juste à titre d'information. Donc on a vu trois façons de faire. La première façon, c'est type, @type. La deuxième façon, c'est Callen definition dans la notation Callen. Et la troisième façon, ou la troisième possibilité, est l'éditer au type date et calendar avec temporal. Maintenant, nous allons remplir la fiche préparatrice. Ce que j'appelle moi la fiche préparatrice, c'est simplement les noms des propriétés sur la classe Java, les types Hibernate qu'il faut configurer sur les annotations pour qu'il y ait une correspondance entre les types Java et les types qui seront créés ou générés automatiquement sur MySQL. Donc, par exemple, ici, donc on a l'ID, donc il est de type langue sur Java. Donc le type Hibernate qu'il faut mettre, bien sûr, en fonction du tableau qu'on a vu tout à l'heure sur la documentation officielle, pour pouvoir générer BigInt. Donc il faut mettre un langue, donc basic key type registry. Et donc voilà, le type sera BigInt. Et pour la colonne, on va changer un petit peu le nom, on va mettre person underscore ID. Pour le nom, donc il est de type string. Le type Hibernate, c'est org.hibernate.type.stringtype. Le champ MySQL, c'est nom.
et le type MySQL qui sera généré, c'est varchar. Le prénom, c'est string pour Java, java.lang.string pour le type Hibernate. Le prénom, donc le champ prénom, on va garder le même nom que sur la classe Java. Et bien sûr, pour le type, ça sera varchar. Donc pour la biographie, afin de générer lang text, donc cette fois, on va changer un petit peu dans le type Hibernate, on va mettre texte en minuscule. Donc, ce qui permettra de générer long text. Donc, l'âge, donc c'est simple, int partout. Le poids, donc le type Java, c'est double avec des majuscules. Donc, le type Hibernate, c'est double tout en minuscule qu'on va déclarer sur la notation. Et on va garder le même nom de la colonne sur la table. Et le type sur MySQL qui sera double en minuscule. Donc, le compte, donc, on va conserver le même nom que le nom sur la classe. Donc, ça sera de type big decimal côté Java. Sur Hibernate, donc, on va déclarer big underscore decimal, le tout en minuscule. Et le type MySQL qui sera généré, c'est decimal. Donc, la date de mariage, donc, il est de type date sur Java. Le type Hibernate, on va mettre date, le tout en minuscule. On va conserver le même nom de la classe sur la table. Donc, ça sera date mariage. Et le type MySQL qui sera généré, c'est bien date. Pour la date d'insertion, donc le type Java, donc on va mettre timestamp. Pour le type Hibernate correspondant, on va mettre timestamp, le tout en minuscule. Et le champ, donc on va essayer ici de changer un petit peu le nom. Donc ici, date insertion attachée avec un i ou majuscule. Ici, on va mettre underscore et le tout en minuscule, juste pour changer un petit peu. Et le type MySQL, ça sera timestamp. Maintenant, il est temps de parler de la clé primaire, ou plutôt comment déclarer une clé primaire. Donc, il existe plusieurs options, plusieurs façons. Donc, nous allons essayer de les explorer ensemble, mais à la fin, on va utiliser l'option qui nous permettra de générer auto-increment sur la base MySQL. Donc, pour spécifier une clé primaire, donc, il y a deux façons de faire, soit la façon manuelle, soit la façon automatique. Pour la façon manuelle, il y a une seule option, ce qu'on appelle son équivalent sur la déclaration, l'ancienne déclaration XML, c'est assigné, donc assigned, et bien sûr, on va déclarer avec la notation @id de cette façon. Donc, on mettra la notation juste au-dessus de la déclaration de l'attribut ou bien même de la propriété, le getter de id qui est getID. Donc, deuxième possibilité, c'est la génération automatique, donc qui comporte plusieurs options, plusieurs possibilités. Donc, générer une clé primaire automatiquement, spécifier une stratégie de génération. Donc, utiliser la notation @generated value avec la notation @id. Donc, la notation @generated value spécifie que la valeur d'identificateur d'entité est automatiquement générée à l'aide d'une colonne d'identité, d'une séquence de base de données ou d'un générateur de table. Hibernate prend en charge le mappage @generated_value, même pour les indicateurs UUID. Il existe 4 valeurs possibles pour l'attribut stratégie sur la notation @generated_value. Donc vous avez identity, auto, donc qui est l'équivalent de, on va voir après, incrément par défaut, et table et séquence. Ici, on va parler de la stratégie auto, donc qui est la stratégie par défaut. Donc la valeur par défaut de @generated_value est auto du package javax.persistence.generation type. Donc il y a plusieurs façons de faire. Donc on peut utiliser auto sans la stratégie UUID avec un type lang par exemple, donc private lang ID. Donc nous allons déclarer la clé, l'identificateur avec ou l'identifiant avec @id et on va déclarer la notation generated value. Dedans on va mettre le paramètre stratégie et generation type.auto. Donc on peut ne pas mettre ce paramètre parce que comme on a dit c'est la valeur par défaut, ou simplement sans renseigner l'attribut stratégie, ce que je viens d'expliquer. Donc on enlève le paramètre et on garde le reste. Donc si on utilise auto, donc sans la stratégie UUID, donc nous allons obtenir la table, et il va être généré
donc avec la clé primaire person ID, donc 1, 2, 3, donc c'est incrémental, et bien sûr ça sera la clé primaire, et voici une autre table qui sera créée, qui va lui permettre de gérer le pas ou l'incrément. Donc la valeur, donc la dernière valeur ici c'est 3, donc next val automatiquement il prend la valeur 4. Deuxième façon de faire, c'est auto avec la stratégie UUID. Donc utilisation implicite de la stratégie aléatoire UUID. Donc on a parlé de UUID, donc il est aussi judicieux un petit peu de définir, de faire un petit rappel sur ce que c'est que UUID et à quoi ça sert. Pour déclarer ça, donc on n'a qu'à changer le type langue par UUID ici. Donc on garde l'identifiant, generated value, et bien sûr on change le type. Donc finalement on aura une seule table qui sera générée avec cette stratégie. Donc toujours la table personne à notation, et la clé primaire, donc person ID, et voici bien sûr les UUID qui sont générés, qui sont bien sûr uniques. La stratégie Identity. Identity représente auto-increment pour le SGBD MySQL. Donc il suffit ici dans Generated Value de changer la stratégie et mettre Identity. Et on aura à la fin une seule table, donc voici un aperçu de la clé primaire, les valeurs, et bien sûr auto-increment qui sera généré à la fin. Donc, et c'est ce qu'on va utiliser bien sûr finalement lorsqu'on va créer notre classe annotée personne.java. Donc l'avantage de cette méthode, donc le SGBD génère automatiquement la clé primaire, mais il y a un inconvénient majeur qui est très connu, d'ailleurs il est décrit sur la documentation officielle, c'est que Hibernate il désactive le traitement batch, donc le batching ou le traitement par lot en cas d'usage de cette stratégie, donc identité. Donc l'insertion sur la base se fait ligne par ligne, enregistrement par enregistrement, au lieu de faire des insertions massives d'un seul coup. Maintenant, il est temps de parler de la stratégie séquence. Donc, on peut l'utiliser aussi avec MySQL, avec les annotations. C'est vrai, les séquences, ils n'existent pas sur MySQL lorsqu'on utilise les annotations. Donc, MySQL automatiquement, il va générer, on va se servir d'une table par défaut qui s'appelle Hibernate Sequence, donc pour gérer l'incrémentation de la clé primaire. Automatiquement, lorsqu'on utilise le type séquence, donc on aura la table personne annotation qui sera générée de cette façon. Donc ça c'est un aperçu sur la clé primaire, donc les valeurs 1, 2, 3, donc avec un pas de 1. Et bien sûr la clé primaire ici qui n'est pas auto-incrément. Donc on utilise cette table Hibernate séquence pour garder un œil sur la dernière valeur ou la prochaine valeur qu'il faut utiliser pour ajouter un nouvel enregistrement sur la table. Donc la valeur 4 ici, la dernière valeur ici c'est 3. Ça, c'est séquence sans nom, bien sûr. Donc, on peut donner un nom. Voici un exemple. Donc, toujours on garde la notation ID. Donc, generated value. Le type, c'est séquence. On rajoute l'attribut générateur. Donc, on lui donne un nom. On va mettre générateur séquence. Et ici, on rajoute une autre annotation séquence générateur. Donc, qui va avoir deux paramètres. Donc, le name. Donc, générateur séquence qui correspond à la valeur de l'attribut générateur sur la notation generated value et un autre attribut sequence name qui va contenir le nom de séquence qui ne sera plus ou moins que le nom de la table. Donc c'est ma séquence qui sera par MySQL pour bien sûr gérer la prochaine valeur de la
clé primaire. Donc voilà, donc on a la table personne annotation qui est générée, donc avec les valeurs de la clé primaire, et la table ma séquence bien sûr qui contiendra la prochaine valeur. Donc la table ma séquence, il correspond à la valeur mise dans l'attribut sequence name de la notation séquence générateur. La troisième façon d'utiliser les séquences, c'est les séquences configurées. Donc, toujours on garde la notation ID, la notation generated value, la notation sequence generator, et cette fois on va rajouter donc d'autres attributs, d'autres paramètres, par exemple allocation size égale à 5. Donc lorsqu'on met ici 5, c'est la valeur du pas, la valeur de l'incrément. Par exemple de 7 à 12, donc 7 plus 5 ça fait 12, 12 plus 5 ça fait 17, ainsi de suite. On aura deux tables, donc toujours la table ma séquence qui sera générée, qui correspond à la valeur de sequence name, donc qui contient la prochaine valeur de la clé primaire. Voilà une nouvelle stratégie, la stratégie table. Donc il y a plusieurs options aussi, donc générateur de table son nom, donc on met toujours la notation ID et la notation generated value. Cette fois on choisit le type table. Automatiquement lorsqu'on le met, on aura toujours notre table qui sera générée, donc personne à note, plus une deuxième table, la table par défaut, Hibernate underscore sequences. Donc ici c'est les valeurs de la clé primaire de notre table personne à note, et ici bien sûr la prochaine valeur à mettre. Donc automatiquement on a dans cette table cette fois deux colonnes, donc sequence name, donc c'est default, et next val, donc la prochaine valeur de la clé primaire. Maintenant on est arrivé au générateur de table configuré, c'est le même principe. Donc id generated value stratégie generation type.table. On va donner un nom au générateur, donc générateur table, et on va rajouter une nouvelle annotation table generator. Donc le nom il va prendre comme pour les séquences, donc il va prendre la même valeur que générateur, donc générateur table. On va donner un nom à la table qui sera générée, donc je l'ai appelé table d'identification. Donc la clé primaire, donc il sera le nom de la table non table. Value column name, donc on va donner la valeur mon identifiant, et allocation size pour le pas, donc ce sera un pas ou un incrément de 5. Sur MySQL, donc toujours notre table personne à note qui sera générée. Donc les valeurs de la clé primaire, donc à peu près un incrément de 5. Donc 7 plus 5 ça fait 12, 12 plus 5 ça fait 17, ainsi de suite. Et bien sûr notre table d'identification, donc une nouvelle table qui sera créée personnalisée. Donc il contient deux colonnes, donc la première colonne c'est non table, donc dans ce cas c'est personne à note, et bien sûr la valeur de l'identifiant. Donc ici c'est 25 comme étant la prochaine valeur de l'identifiant. Voici donc une troisième façon de déclarer une clé primaire. C'est l'utilisation avancée d'une stratégie Hibernate prédéfinie ou un nom personnalisé de classe via l'attribut stratégie de la notation générique générateur. Utilisez la notation générique générateur du package org.hibernate.annotations avec l'autre annotation generated value du package javax.persistence pour utiliser une stratégie Hibernate prédéfinie. Donc il existe des classes prédéfinies d'Hibernate qu'on peut utiliser, ou on peut utiliser un nom personnalisé, l'attribut name. Donc on peut créer notre propre classe et gérer nous-mêmes notre propre stratégie à notre façon. Donc le nom, il y a une seule condition, elle doit être unique. Voici un exemple simple avec un increment qui est une stratégie prédéfinie sur Hibernate. Comme vous pouvez le constater si vous avez déjà consulté la formation déclarer une entité avec XML sur la même série. Donc il y a increment. Donc, pour un usage avancé, vous pouvez consulter la documentation officielle bien sûr. Il existe d'ailleurs une dizaine d'exemples dedans. Donc pour utiliser générique générateur avec generated value, on déclare l'identifiant avec @id. Donc on utilise generated value et generic generated. Donc les deux ils sont attachés. Donc toujours la notation @id, generated value. Donc, il comprend deux attributs, stratégie et générateur.
Pour la stratégie, on va mettre la stratégie par défaut, donc auto. Et générateur, on va donner un nom. On peut mettre ce qu'on veut. Donc là, on a choisi prof libre, à condition de remettre ce nom-là dans l'attribut name de l'annotation générique générateur et bien sûr spécifier la stratégie. Donc stratégie, c'est incrément qu'on souhaite utiliser. Ou simplement sans renseigner l'attribut stratégie de l'annotation generated value. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait dit que auto, c'est la valeur par défaut. Voici donc un aperçu sur la base MySQL. Donc vous avez la table qui est créée personne à note et bien sûr l'incrémentation qui sera gérée par Hibernate. Donc, voici la clé primaire, personne ID toujours. Voici quelques stratégies Hibernate prédéfinies et qu'on peut utiliser comme valeur de l'attribut stratégie de l'annotation générique générateur. Vous avez assigned, incrément, donc on a vu dans cet exemple. D'ailleurs, on a dit dans la configuration XML que cette valeur elle est déconseillée si on est dans un environnement clusterisé. Si bien sûr il y a plusieurs serveurs, c'est surtout pour éviter le conflit d'insertion de la même valeur en même temps. Vous avez encore la valeur sequence, vous avez ILO, identity, native qui est l'équivalent de temps increment pour MySQL, qui est reprise sur identité même pour le cas MySQL. Vous avez UID et encore plein d'autres. Il suffit de consulter la doc officielle pour retrouver toutes ces valeurs. Le catalogue des déclarations. Donc pour consulter la liste des annotations, rendez-vous sur le lien qui apparaît sur cet écran. Donc, vous avez déjà deux types d'annotations. Vous avez les annotations JPA et les annotations Hibernate. Et les deux catégories sont utilisées par le framework Hibernate. Donc, pour ce qui est annotation JPA, voici quelques exemples. Donc, entity, table, ID, generated value, column et temporal. Pour Hibernate, vous avez
type et générique générateur. Donc on va voir tout ça dans l'exemple Java qu'on va créer et on va essayer de découvrir concrètement toutes ces annotations. Donc pour connaître à quoi ça sert chaque annotation déjà, pour avoir une brève définition, pour avoir des exemples et l'utilité de chaque paramètre, les paramètres requis et les paramètres optionnels, bien sûr je mets ici les deux liens pour consulter la Javadoc ou l'API de chaque composant, soit JPA, soit Hibernate. Alors, prenons comme exemple la notation Calm du package javax.persistence comme exemple. C'est une annotation JPA, donc voici le lien pour accéder à son détail. Donc, à quoi ça sert cette annotation? D'ailleurs, elle est très utilisée. Il spécifie la colonne mappée pour une propriété ou un champ persistant. Si aucune annotation de colonne n'est spécifiée, les valeurs par défaut s'appliquent. Par défaut, le nom de la propriété ou le nom du champ sur lequel on a déclaré la notation Calm. Donc vous voyez ici, comme sur la doc, donc j'ai repris dans cette capture l'ensemble des attributs. Voici un deuxième exemple, cette fois la notation Hibernate type du package or.hibernate.annotations qu'on va prendre comme exemple cette fois. Donc vous avez le lien et vous avez une capture qui donne une idée un petit peu sur les paramètres. Maintenant, il y a un point très important qui est la stratégie d'accès. Donc, en tant que fournisseur GPA, provider, donc Hibernate peut introspecter à la fois les attributs d'entité, les champs, ou les accesseurs, les propriétés d'instance, ou ce qu'on appelle les getters. Donc, par défaut, le placement de la notation @id
donne la stratégie d'accès par défaut. Ce point, il est très important. Lorsqu'il est placé sur un champ, Hibernate assumera un accès basé sur le champ. Lorsqu'il est placé sur le getter de l'identifiant, Hibernate utilisera un accès basé sur les propriétés. Donc c'est la notation @id qui va nous permettre de choisir la stratégie d'accès. Par exemple, si vous mettez @id sur le nom d'un champ, pour un autre champ, vous mettez les autres annotations dans les getters, ces déclarations ne seront pas prises en considération pour la raison que l'annotation @id a été placée sur un champ. Et du coup, les autres déclarations des autres annotations pour les autres champs, ils doivent suivre. Donc c'est @id qui décide. Constat, c'est ce que je viens d'expliquer. Si vous placez @id sur un champ et @cal getter d'une autre propriété, cette dernière ne sera pas prise en compte. La même chose si vous placez @id sur le getter de l'identifiant et le @calen sur un autre champ. Cette dernière déclaration ne sera pas prise en compte par Hibernate et sera ignorée. Et vous serez bien sûr étonné lorsque vous voyez la réflexion sur la base générée. Donc les déclarations ne correspondent pas aux déclarations des champs dans les tables MySQL. Donc règle, soit toutes les déclarations sont placées sur les champs, soit toutes les déclarations sont placées sur les accesseurs des champs, les getters. Et c'est la notation qui définit la stratégie selon sur quoi elle est placée, champ au getter. Voici un conseil supplémentaire qui n'a rien à voir cette fois avec la stratégie d'accès. Donc, si vous êtes en mode développement, passez la propriété connection.poolSize à une valeur supérieure à 1. Exemple, vous pouvez mettre par exemple 10. Donc cela vous évitera des exceptions liées à la génération de la clé primaire avec séquence au table par exemple. Voici un petit bonus. C'est la comparaison entre le type MySQL datetime et timestamp. Les types datetime et timestamp sont tous les deux utilisés pour les valeurs qui contiennent des parties de date et d'heure. MySQL les récupère et les affiche au format suivant. Donc l'année sur 4 digits, le mois sur 2 digits et le jour, l'heure, minute, seconde, ainsi de suite. Donc datetime est défini sur un intervalle particulier qui est du 1er janvier de l'année 1000 jusqu'au 31 décembre de l'année 9999, vers minuit. Timestamp est défini sur un autre intervalle. Elle est définie sur l'intervalle suivant. Donc du 1er janvier 1970, UTC, au 19 janvier 2038 à 3h14. Donc, quand MySQL convertit les valeurs timestamp du fuseau horaire actuel en UTC pour le stockage et de retour de l'UTC vers le fuseau horaire actuel pour la récupération. Cela ne se produit pas pour d'autres types tels que datetime. Par défaut, le fuseau horaire actuel pour chaque connexion est l'heure du serveur. Voici la source pour consulter plus d'informations sur ce sujet. Donc ça reste un choix. À vous de choisir. Soit datetime, soit timestamp en fonction de vos besoins. Maintenant, si vous souhaitez créer un champ de type MySQL datetime avec Hibernate, donc vous avez la déclaration suivante. Donc, vous mettez d'abord le nom du champ, donc private timestamp date insertion. Juste au-dessus, vous mettez type timestamp et le nom de la colonne qui sera générée sur la base de données. Donc, on a choisi par exemple ici date underscore insertion, le tout en minuscule. Alors, la seule différence si vous souhaitez utiliser timestamp, c'est qu'il faut forcer avec la déclaration
de l'attribut CalendDefinition pour forcer le type MySQL. Donc voici la classe finale annotée, donc %Java avec les annotations. Donc ça c'est une capture, donc la liste des packages. Et finalement la déclaration de la classe avec les différents champs getter et setter.
On est arrivé finalement à la conclusion. Donc, comme d'habitude, dans l'étape suivante, nous allons découvrir le cycle de vie, life cycle d'une entité Hibernate. Merci de votre attention. Vous pouvez poser des questions ou laisser des remarques dans la zone des commentaires sur la page de cette formation. D'autres formations qui pourront vous intéresser sont publiées sur proflibre.com régulièrement. Vous pouvez aussi passer le quiz sur la même page pour tester vos connaissances et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et partager avec vos collègues. Merci et à très bientôt.